Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Yves Marion et pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer Bonjour. et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Jean-Yves, nous avons déjà réalisé un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bonjour à tous, je suis Jean-Yves Marion, je suis professeur à l'Université de Lorraine et actuellement directeur du LORIA, qui est un laboratoire d'informatique commun au CNRS, CINRIA et toujours à l'Université de Lorraine. Alors Jean-Yves, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé au virus ? C'est une question amusante parce que maintenant ça commence à dater, mais il y a deux raisons. Un, je pense que c'est la crise de la quarantaine. J'ai un passé de théoricien de l'informatique. Je faisais de la logique, j'étudiais les classes de complexité. Et arrivé à un certain âge, je me suis dit quand même, il fallait que j'attaque des problèmes qui étaient plus proches plus proches du concret, on va dire. Et en même temps que ça, j'ai écouté des exposés sur les. Alors à l'époque, on appelait ça des virus. Hein, ça commence à dater. Hein. Et les virus, on les comparait beaucoup. Il y avait les travaux de Fred Cohen, dont la thèse remonte à 88, et il comparait ça à des codes sur les machines de Turing, des codes qui se reproduisaient, pardon. Et moi, je trouvais ça tout à fait fascinant et je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder comment ça fonctionne. J'ai commencé à étudier les aspects théoriques. C'était mon métier au départ. Hein. Les aspects théoriques des virus, avec les programmes autoreproducteurs, le lien avec les automates de von Neumann, avec le théorème de Kleene, etc. Et voilà, j'ai démarré comme ça pour ensuite aller vers les aspects les plus concrets. Du coup, après, comment tu as implémenté ces recherches ? Sur quoi tu as commencé à travailler justement la complexité, l'obfuscation, les méthodes de reproduction les plus efficaces, le polymorphisme, je sais pas. Alors oui, c'est ça. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était les aspects reproduction, duplication. Donc c'est en même temps le centenaire de la naissance de Turing, je crois. Et donc on m'avait commandé un papier, un article sur le sujet, et donc j'avais créé un petit langage de programmation qui permettait au programme qui n'avait a priori pas de récursivité, donc c'est juste comme des machines de Turing, de se reproduire et puis de se dupliquer, puis aussi de se modifier comme des programmes polymorphes. Et j'avais créé comme ça un compilateur de virus polymorphes, extrêmement théorique. Hein, c'était pas censé fonctionner. Et puis au fur et à mesure, j'ai glissé de plus en plus vers donc de cette partie, on va dire génération de programmes, donc génération de virus, compilateur de virus. J'ai dérivé vers savoir comment les vrais virus eux fonctionnaient et comment savoir les détecter. C'était seule ma grande question au départ, c'était la détection des virus. Mais c'était sous MS-DOS à l'époque où les virus se dupliquaient quand on recopiait les programmes de disquette en disquette ? Alors, le modèle que j'avais en tête, oui, c'était celui-là, exactement. Hein. C'était vraiment très très simple. Hein. C'était MS-DOS ou alors les clés USB, tout ça. Parce que les travaux que j'étudiais, c'était les travaux qui remontaient dans les années 90. Ensuite, rapidement, non, on est passé sous Windows, c'était quoi? C'était Windows XP. Et là, évidemment, la notion de virus a commencé à devenir un petit peu gentiment vieillotte, quoi. Je l'aime bien, j'aime bien ce mot. Hein, c'est un petit côté, je sais pas, je le trouve attachant quand même. Virus, j'aime bien. Mais bon, aujourd'hui, ça recouvre plus rien. Hein, soyons clairs. Hein. Oui, mais à l'époque, on distinguait les vers, les virus, les chevaux de Troie, les portes dérobées. Les PUP, les Potentially Unwanted Programs. Ah bah ça, je connais pas ça. Et on disait surtout pas des trojans, quoi. Parce qu'on disait des chevaux de Troie, c'était quand même plus joli. Donc oui, effectivement, on avait des virus, on avait des vers, on étudiait le ver Maurice, je sais pas si vous en souvenez, c'était ce jeune là. Ah ben moi, très bien, oui. Qui était un fils d'un officier supérieur à l'armée américaine qui avait créé ce ver qui avait fait peur à tout le monde. Voilà, c'est ce genre de cas qu'on étudiait. Il n'a pas fait peur à tout le monde, hein. Il n'est même pas arrivé en France. Hein. À l'époque, il y avait quand même très peu de liaisons TCP/IP. Alors, quelles étaient les différences entre justement ces virus, vers, trojans ? C'est un interview historique. Hein. Alors, de mémoire, hein, les virus, simplement, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se dupliquaient, c'était leur grande propriété.
Les vers par rapport au virus, je m'en souviens plus. Non, les vers, ils se dupliquaient tout seuls. Le virus ne se dupliquait que lorsqu'on recopiait le programme. Ah non, alors c'est faux, Hervé. Tu avais des virus qui, en fait, étaient donc, bon, pour l'exemple de MS-DOS, en fait, restaient résidents en mémoire, et ensuite, tous les programmes et toutes les disquettes, tout ce que tu copiais sur disquette, les exécutables étaient modifiés et incluaient le code du virus qui, du coup, s'attachait sur tous les programmes qui transitaient par ton ordinateur. Et donc, évidemment, ça a complètement disparu avec la signature des binaires, puisqu'aujourd'hui, si tu altères la signature d'un programme de base de Windows, c'est détecté instantanément. Mais à l'époque, tu pouvais prendre un fichier MS-DOS, tu rajouter du code n'importe où, ça passait comme une lettre à la poste. Et donc, tous les gens qui passaient leur journée à recopier des disquettes ou à graver des CD-ROM avec des logiciels pirates, en fait, se retrouvaient à propager manuellement des virus. Contrairement aux vers qui, eux, avaient une fonction de propagation autonome sur le réseau. Vous comprenez pourquoi que dès que j'ai un cours, je dis très bien, on ne va pas définir ce que c'est qu'un virus ou un ver, parce que en fait, il y a autant de définitions qu'il y a de personnes dans la salle, quoi. Donc, voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, à cette époque, enfin, je sais pas si c'est concomitant, mais tu as monté laboratoire de haute sécurité où vous avez commencé à travailler sur des grandes quantités de virus. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était quand même une gageure parce que, vu de l'État français, la possession de virus était quand même pas toujours bienvenue, voire parfois réprimée pénalement, on va dire. Bah oui, mais en fait, ça nous a servi. Sur ce coup-là, ça nous a servi parce que donc j'ai commencé donc une fois, on va dire la partie naïve de mon approche, naïve théorique était passée et on a vraiment voulu s'attaquer sur des vrais cas. Donc il nous fallait des virus ou des vers, etc. Donc on a essayé d'en chercher. J'ai rencontré des collègues canadiens qui eux étaient plus avancés que nous, donc ils nous avaient donné des différents binaires. Et j'avais copié un peu leur idée, c'est-à-dire qu'ils avaient acheté un petit cluster. À l'époque, les clusters, il n'y en avait pas comme maintenant. Les clusters, actuellement, il y en a plein partout. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, on avait acheté un cluster qu'on avait appelé le baby cluster. Il était à roulette. À l'époque, on appelait ça des grappes et non pas des clusters. On parlait des ordinateurs en grappes. Ben si, moi j'étais à l'affût, l'association des utilisateurs d'Unix, et les clusters s'appelaient des grappes. Non, mais à l'époque, on savait parler français. Non, mais il faut que les auditeurs sachent qu'il y a eu une époque récente où l'informatique, mot inventé en français qui n'a pas d'équivalent en anglais, parlait français. Donc, avec le baby cluster à roulette, on se promenait partout et puis on avait 3 endroits pour le stocker, qui était l'endroit où la femme de ménage mettait ses balais, etc. Et c'était évidemment, les disques étaient remplis de malware, de virus, etc. Et la directrice de l'époque a débarqué dans mon bureau en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens d'apprendre que vous avez un cluster rempli de virus dans le local où on met les balais. C'est pas possible. » Et donc, on a fini par discuter gentiment à une table en buvant un café. On s'est dit « Bon, il nous faut faire quelque chose d'effectivement d'un peu plus sérieux. » On a eu l'idée de faire quelque chose qu'on allait appeler un peu plus tard laboratoire de haute sécurité. Sachant qu'à l'époque, personne n'y croyait vraiment, quoi. Donc, on s'est retrouvé au sous-sol, près des plaques à égout, etc. Le seul endroit on voulait bien nous filer au labo. Pourtant, jeter des virus dans les égouts, c'est assez tendance. Oui, mais c'est pas les mêmes. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais extrêmement complexé par rapport au laboratoire P4 de biologie, parce que j'ai trouvé extrêmement sérieux en sécurité par rapport à nous. Bon, mon point de vue a un petit peu changé depuis. Hein. Je suis un peu moins sûr de la sécurité des laboratoires P4. Donc après, voilà, on a construit ce LHS, laboratoire de haute sécurité, où l'idée c'était vraiment de pouvoir stocker de manière, on va dire, à peu près sûre, raisonnablement sûre, virus, malware, ransomware. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de ransomware, mais tous les programmes malveillants que l'on avait, et de développer aussi des pots de miel sur des lignes ADSL qu'on avait louées. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était aussi cette époque où Windows XP, enfin Windows 2000, je crois, avait la réputation de rester vivant 7 minutes quand on le branchait à Internet sans firewall. C'est ça. Puisqu'effectivement, les vers se répandaient, se propageaient, et donc Internet était scanné très régulièrement. Il y avait encore tout un tas de failles. Typiquement, on pouvait avoir un compte admin sans mot de passe sur Windows 2000 et pouvoir se connecter à distance avec. C'est ça. Mais le pot de miel, c'était autorisé, ça?
Ah oui, on n'a jamais eu de souci d'autorisation en fait. Alors non, ça là-dessus après une fois qu'on a dit qu'on faisait un laboratoire de sécurité, on a bien donné nos raisons. On n'a jamais été embêté par quiconque. Les petites choses amusantes, c'est la fois où on a failli avoir la visite d'un ministre. Alors tout d'un coup, ils étaient très embêtés parce qu'il y avait des plaques d'égout partout, donc il fallait les cacher. Des petites choses comme ça. Et puis est-ce qu'on a eu aussi la visite, je crois, je ne sais plus qui nous a dit que notre sécurité n'était pas assez forte, donc il fallait renforcer l'épaisseur des vitres. Là, j'ai appris que l'épaisseur des vitres se mesurait à coups de hache. C'était, je sais pas, pour des virus, ça me paraissait amusant comme idée, mais voilà, il y a quelques anecdotes assez amusantes. Je pense que parfois il y a un décalage entre ce que les gens pensent et ce qui est réellement. Et du coup, qu'est-ce qui est ressorti de ces recherches? Qu'est-ce que vous en avez... Le fait d'avoir accès à cet énorme corpus à l'époque, qu'est-ce que ça vous a permis de développer? Ça nous a permis de comprendre comment ça fonctionnait déjà, et puis commencer à développer des analyses sur des échantillons de grande taille. Et puis à partir de là, de pouvoir essayer d'abstraire et d'avoir un modèle informatique de comment détecter ces programmes malveillants, et puis de construire pas à pas des algorithmes pour les traiter. Donc on a commencé à travailler sur l'analyse dynamique. À l'époque, on n'était pas si nombreux que ça à faire. Et puis de développer, par exemple, cette notion de vague pour lutter contre les packers, parce que la première difficulté que l'on a eue, c'était pas les offuscations de code comme on voit maintenant, qui utilisent à la fois chiffrement, code mort, etc., ou virtualisation, c'était vraiment les packers. On avait pas mal de programmes malveillants qui étaient packés. Tu peux rappeler ce qu'est un packer? Oui, bien sûr. Un packer, c'est ce que tout le monde utilise tout le temps. Hein. C'est simplement quelque chose qui va compresser un programme, compresser et le chiffrer parfois. Et donc un dépacker, quand le programme est packé, pour l'utiliser, il va falloir le dépacker. Donc généralement c'est inclus. Donc on va exécuter le dépacker qui va déchiffrer et décompresser le programme pour le mettre en place et l'exécuter. Et pourquoi est-ce que les attaquants utilisaient des packers? Parce que les antivirus étaient construits par signature. Hein. Donc les signatures, ça ressemble beaucoup aux règles Yara qu'on utilise aujourd'hui. Ce sont des expressions régulières. Et pour cacher la signature d'un programme, le programme était packé, parce qu'une fois qu'il est packé, comme il est plus petit ou qu'il est chiffré, eh bien, il n'a pas la même signature. Et donc, l'attaquant, qu'est-ce qu'il fait? Il livre ce logiciel packé, et quand on l'exécute, il va se dépacker, et là, on a la charge utile. Mais généralement, c'est trop tard pour l'antivirus, quoi. Il est coincé. Pour revenir sur les packers, et donc tous les dépackers, donc un dépacker va décompresser ou déchiffrer un programme. Évidemment, on peut déchiffrer un programme et puis relancer de nouveau un dépacker et ainsi de suite. Donc on a tout un enchaînement de dépackers. Hein. Dans les systèmes de packers, là, comme on dit, il n'y avait pas de clé secrète, il n'y avait pas de convention secrète. Hein. Mais les clés étaient dans le programme, donc c'était pas très compliqué à retrouver. Hein. Mais ils étaient chiffrés quand même. C'est pas la convention super secrète, là? Non. Il y avait souvent un grand XOR et puis ça balayait. C'est-à-dire que c'était pas forcément compressé, c'est-à-dire que c'était pas pour un gain de place, c'était vraiment pour rendre le binaire non reconnaissable. C'est dans ce sens-là que c'était chiffré. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé un modèle dit par vague, où quand on exécutait un programme qui était packé, il y avait une première vague qui correspondait au dépacker, puis une seconde vague de code qui arrivait, qui pouvait de nouveau être un dépacker, et ainsi de suite, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et l'analyse dynamique permettait de retrouver toutes ces vagues. Est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser codage, décodage, plutôt que chiffrer? Parce que pour moi, dans le codage, il n'y a pas de convention secrète. Dans le chiffrement, il y en a une. Donc, que les auditeurs comprennent bien la subtilité du vocabulaire. Oui, tout à fait. Le fait d'empacter comme ça, c'est comme la base 64, quoi. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a eu des programmes qui étaient effectivement chiffrés. Alors, je me souviens plus des noms exactement, mais je me souviens qu'il y a eu des scénarios où la majorité du code arrivait sur la machine chiffrée et ensuite il se connectait à Internet, il récupérait une clé qui était publiée à un instant donné sur Twitter ou sur un site de command control et qui servait à déchiffrer le reste. Ouais, il n'y avait pas Twitter à l'époque. Il y avait MySpace, enfin il y avait des équivalents, quoi. Non, mais il y avait déjà des command and control, effectivement, et c'est aussi un travail qu'on avait fait après. Mais voilà, un des premiers utilités du LHS a vraiment été de développer des outils d'analyse dynamique et de récupération de tous ces vagues
de décodage successives pour pouvoir après les analyser, les désassembler, reconstruire le graphe de contrôle de flow. Pour nous, c'était un outil merveilleux. C'était un jouet incroyable. Alors, pour que les auditeurs puissent se resituer dans le temps, c'était à peu près quelle époque ? 2005, le début des travaux théoriques, inauguration du LHS 2010 et développement de tous ces outils autour des années 2010. Et alors d'ailleurs, on a parlé de command and control, c'était les travaux qu'on avait conduits avec l'école polytechnique de Montréal. C'était, je me souviens plus bref, il y avait un botnet qui faisait beaucoup de bruit et on l'avait simulé dans le LHS. Et on avait fait, je crois, 800 nœuds simulés. Et puis, on avait conçu l'attaque pour démonter le botnet. C'est-à-dire qu'il y avait une erreur dans le protocole du botnet et on avait injecté un message qui faisait que si on contrôlait un des bots, rapidement, tous les autres bots ne faisaient que communiquer vers le bot que nous, on contrôlait. Et ainsi, on attaquait le botnet. Alors, tu as parlé de command and control. Tu peux rappeler ce que c'est ? La construction d'un botnet, c'est donc un réseau de systèmes compromis qui, à l'époque, étaient essentiellement des PC sous Windows. Maintenant, on a vu avec le cas, par exemple, de Mirai, ça peut être des objets connectés. Mais à l'époque, c'était franchement plus simple. Donc, c'est tous des systèmes qui sont compromis par un programme malveillant et qui vont se connecter à un réseau. Donc, le bot, c'est vraiment on va dire le fantassin de base, il est tout en bas. Et suivant la configuration du bot, dans le cas de celui que je me souviens, c'était quelque chose qui était extrêmement hiérarchique. Donc, après ça, il y avait une couche de bots supérieurs qui s'appelait des protecteurs. Et après, il y avait ce tout en haut qui était le command and control. Donc, c'est celui qui pilote l'ensemble des bots pour, par exemple, envoyer du spam. Donc, il y en a une communication, puis un protocole qui permet de communiquer entre le command and control qui commande tout et l'ensemble des bots. Dire, voilà, vous envoyez du spam, vous vous mettez à jour, et ainsi de suite. Après, ça a drôlement évolué. Il y a des bots qui fonctionnent en pair à pair, des bots sur les objets connectés. C'est bien complexifié. Alors, si j'en crois ton CV, ce botnet, c'était Valédac. Voilà, merci. À la mémoire, que je n'ai plus. Et tous les étudiants et les chercheurs qui sont passés dans ce laboratoire, ils ont fait quoi après? Est-ce qu'ils sont allés dans le privé? Est-ce qu'ils ont monté des sociétés? Dans ce domaine-là, ils sont tous partis dans différentes sociétés en France ou à l'étranger. Alors, c'est un domaine où, depuis le début, tous mes doctorants n'ont aucun souci d'emploi. Là, c'est une espèce de publicité pour trouver des doctorants. Dès la fin de la thèse, ils vont où ils veulent et trouvent du boulot partout. Et du coup, tu parles de trouver du boulot, mais il y a eu des applications industrielles aussi à ces recherches? L'application industrielle la plus importante a quand même été le développement de CyberDetect, mais ça, on en a parlé la dernière fois dans un podcast No Limit Sécu. Ensuite, on travaille aujourd'hui, on travaille avec la société Walix. On a un laboratoire commun, justement sur l'orchestration de l'ensemble des données que l'on récupère, que ce soit des données des logs, des données des traces réseau, puis de tout ce qui se passe au niveau système, pour avoir de nouvelles heuristiques de type antivirus, de détection. Donc voilà, c'est les deux gros travaux industriels que l'on a, ou avec les entreprises plutôt, que l'on a actuellement. Comment évolue la recherche dans le domaine? Parce qu'à l'époque, tu pouvais transporter tous les virus de la Terre dans un placard à roulettes, mais aujourd'hui, je ne sais plus combien on en est, 10 000 ou 100 000 nouvelles souches par jour, elles sont générées quasiment automatiquement à chaque fois que tu te connectes à Endpoint. J'imagine que ça pose des problèmes en termes d'analyse, de passage à l'échelle, de stockage, de comparaison de graphes. Aujourd'hui, pour le dire autrement, est-ce que l'antivirus est mort et qu'il faut faire du XDR, MDR, EDR? Aujourd'hui, encore plus qu'avant, la donnée, c'est-à-dire le fait d'avoir des programmes malveillants, des virus, malware, ransomware, est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. Tout simplement parce qu'on a besoin de tester nos algorithmes sur des cas concrets. Et en plus, on a besoin de virus, je reprends le mot virus, vous m'avez contaminé là, de programmes malveillants récents, parce qu'on voit trop d'articles scientifiques qui font « oui, mon algorithme est formidable, j'ai utilisé un malware des années 2000 ». Oui, mais ça n'a pas de sens, quoi. Je suis un peu méchant, c'est peut-être
plutôt des années 2010, mais c'est pareil, quoi, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse en disposer de ces données. Et j'avoue que c'est un peu un combat, hein. J'insiste beaucoup aujourd'hui, c'est un combat, je pense en particulier pour la recherche française, d'avoir accès à ces données de programmes malveillants récents, variés aussi, pour avoir plusieurs souches différentes, des souches qui sont offusquées de manière différente, pour pouvoir comprendre comment c'est fait. Et puis avec tout ça, on fait tourner nos algorithmes. Évidemment, l'intelligence artificielle est arrivée, donc on a aussi des algorithmes de machine learning qui travaillent et qui font de la classification. Et donc pour ça, pareil, il nous faut vraiment beaucoup de données. C'était quoi la question? Je ne me souviens plus. Quelles sont les directions que prend la recherche compte tenu du fait que la quantité de souches explose, les complexités d'analyse aussi, puisque maintenant on peut trouver des binaires en Go statiques de 50 mégas. Comment tu fais pour faire de la comparaison graph quand tu as 10 millions de binaires qui font chacun 50 mégaoctets dans ta base, quoi? Oui, alors une direction de recherche actuelle, justement, c'est tout au plus excitant qu'il y a beaucoup de programmes malveillants. Donc, on utilise des heuristiques qui sont de plus en plus rapides et performantes. Et donc, le travail de recherche, c'est de construire ces heuristiques performantes pour pouvoir faire de la comparaison de programmes, faire de classification. Alors, comment on fait ça? Comparaison, par exemple, de graphes, si on s'appuie sur le graphe de contrôle de flow. Bien sûr, ça va être des outils de type apprentissage automatique, hein, donc des réseaux de neurones. D'abord, on va les entraîner, après ça, on va tester pour faire la classification. Soit, par exemple, aujourd'hui, on a un travail qui est assez élégant, je trouve, qui utilise l'analyse spectrale de graphes, qui est quasiment que de l'algèbre linéaire, hein, mais qui a l'avantage d'être extrêmement rapide. Et on a fait des benchmarks par rapport aux approches, on va dire, qui sont à la mode, comme les approches par apprentissage automatique, hein, par machine learning. Et là, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, quoi, tout simplement parce qu'on a injecté un savoir-faire important. Mais est-ce que grâce à ces techniques, on peut espérer que la détection et donc la protection ira plus vite que l'IA servant à générer des logiciels malfaisants? La question a un sens, mais je ne vais pas y répondre directement. Je pense que face au système de génération automatique de programmes malveillants, que ce soit de l'IA ou autre chose, il faut que nous, en face à défense, on soit capable de, quel que soit comment ça a été généré, de pouvoir retrouver à quoi ça correspond et rapidement. Donc, c'est un peu ça la direction de recherche. Ouais, c'est carrément ça la direction de recherche. Le Graal, quelque part, c'est de retrouver le sens. Qu'est-ce que fait ce programme? Quelles sont les grandes fonctionnalités du programme? Avoir un triage relativement rapide de ça. Et idéalement déterminer l'intention. Et idéalement de déterminer l'intention. C'est vers cela que nous on va. C'est-à-dire qu'on essaie de rechercher, par exemple, on a un programme, on essaie de rechercher ses grandes fonctionnalités et ensuite de relier ces fonctionnalités entre elles. Et après de savoir qu'est-ce qui va les déclencher. Pour voir s'il y a un comportement, par exemple, qui n'a pas été indiqué par la personne qui a livré le programme. Oui, parce que comment le malware fait les choses, c'est peine perdue d'essayer de... Il y a tellement de possibilités que... Oui, mais après, il y a aussi... tu vas caractériser le fait que c'est un logiciel malfaisant, mais tu vas aussi considérer tout un tas de choses légitimes faites par un humain comme malfaisantes. C'est toute la difficulté. Oui, non, mais c'est une véritable difficulté. Mais déjà, l'objectif qu'on se fixe, on ne sait pas vraiment le faire. Et après, c'est sûr que pour éviter les faux positifs, il faut coupler ça avec d'autres analyses, typiquement des analyses qui vont être plus sur la façon dont c'est fait, quoi, parce qu'il y a des façons de faire qui sont extrêmement suspectes. Donc plus sur l'analyse de programmes malveillants. Je reviens sur le thème de la recherche scientifique. Un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est la reproductibilité des papiers. Donc, si tu parles, par exemple, d'heuristiques de détection, ça suppose que, effectivement, il y a un corpus, je sais pas, de 10 000 ou 100 000 souches qui est attaché au papier et qui permet de comparer les heuristiques entre elles. Je sais pas, à une époque, il y avait un truc qui s'appelait Virus Bulletin, qui faisait le test VB100, où il passait tous les antivirus du marché sur un jeu de test donné et connu. Comment aujourd'hui, dans la recherche, on fait pour comparer des heuristiques entre elles? Est-ce que chaque PDF vient avec une liste de HMD5 à télécharger sur VirusTotal ou comment ça marche? Alors, idéalement, je dis bien idéalement, chaque article qui est accepté met son prototype sur GitHub ou une plateforme similaire et en même temps donne l'ensemble de ces jeux de test pour qu'ils soient retestables, reproductibles. Ça, c'est l'idéal. Dans la réalité, généralement, le jeu de test et le prototype ne sont disponibles qu'un temps très court
et sont quasiment pas maintenus. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on va essayer de reproduire le résultat, ben le prototype va pas fonctionner, ou il va falloir qu'on le recode nous-mêmes, et le jeu de test, on l'aura peut-être pas. Donc des véritables difficultés à cette reproduction dans le domaine très particulier, je trouve, de l'analyse des programmes malveillants. Et à ce sujet, depuis peu, là, je suis à la tête d'un projet dans le cadre de France Relance qui s'appelle le PEPR Cybersécurité, le projet DEFMAL, sur l'analyse des programmes malveillants en particulier. Et un des objectifs, c'est justement d'essayer de construire une méthodologie de test de nos heuristiques pour qu'on soit à peu près tous d'accord, ou au moins qu'on ait un référentiel pour comparer les différents résultats. C'est vraiment un véritable sujet, hein, un défi pour la communauté scientifique, je pense. On voit trop, en particulier, moi je vois trop d'articles scientifiques qui utilisent pas mal de machine learning, où on n'arrive pas à refaire les mêmes expériences, tout simplement parce que leurs jeux de tests ont des biais plus ou moins conscients, mais qui sont maintenant relativement bien analysés par la communauté. Un des biais connus, par exemple, c'est de mélanger, on prend par exemple, je sais pas moi, on va prendre des souches de logbits, d'accord? Et puis on va mélanger différents logbits dans le temps. Chronologiquement, on va les mélanger. Ça veut dire qu'on va faire apprendre au système des logbits 2021 avec des logbits 2020. Et après ça, on va tester par rapport à des 2020. Et vous voyez, ça n'a pas de sens parce que chronologiquement, quand on reçoit les 2021 après les 2020 et pas avant. Et on ne peut pas entraîner le système comme ça, quoi. Vous ne pouvez pas apprendre au système le futur alors qu'il ne le connaît pas. Et il y a plein de biais comme ça qui sont des biais, on va dire, expérimentaux qu'on ne voit pas dans les articles et pourtant qui sont présents. C'est pour ça que ça ne marche pas après dans la vraie vie. On n'arrivera pas à savoir quel est le meilleur antivirus alors. Non. On peut peut-être savoir quel est le meilleur virus. Quel est le programme le plus difficile à analyser, catégoriser? Il n'y en a pas vraiment. Je me souviens, par exemple, bon, maintenant c'est un peu passé, mais Temida nous avait beaucoup fait souffrir. Alors, vous allez me dire que c'est pas un virus, c'est une protection. Mais à chaque fois qu'on avait quelque chose qui était protégé par Temida, on savait qu'on allait beaucoup souffrir parce qu'on ne savait pas trop ce qui est protégé. Tu peux expliciter? Temida, c'est un packer spécialisé, qui était aussi utilisé dans le jeu vidéo, et donc il y avait des vrais enjeux derrière de protection de propriété intellectuelle. Donc c'est une entreprise qui a pignon sur rue et qui vendait ça très cher, donc la protection était efficace. Voilà. Et donc quand on essayait d'enlever les protections, on faisait une analyse dynamique, et je crois qu'on arrivait sur des chiffres comme 690 vagues de décodage qui se succédaient, et on n'était même pas sûr que la 690e vague, c'était bien la dernière. Notre système, il se plantait, quoi. Et l'analyse durait très très longtemps. Chaque fois, on savait pas trop ce qui se passait, quoi. Et ça, c'était utilisé par des attaquants aussi? Oui, bien sûr, parce qu'ils devaient utiliser des versions de Temida qui étaient piratées. Ça se fait toujours, hein. Prenez les fameux Cobalt Strike. Je suis pas sûr que tout le monde a sa licence, quoi, et ainsi de suite, quoi. C'est quelque chose de relativement courant dans le milieu. Les criminels paient rarement leur licence. Google a mis à disposition récemment une liste de règles Yara pour détecter toutes les versions de Cobalt Strike utilisées avec des licences pirates ou sans licence. Parce qu'en fait, Cobalt Strike a un système de watermarking qui fait que tu peux différencier tu peux connaître la licence du client dans la signature qu'il a sur. C'est très bien parce que vu l'emploi massif de Cobalt Strike pour déployer en particulier des ransomware, c'est incroyable. Quels sont les malwares qui t'ont le plus surpris? Actuellement, j'ai un faible pour les loaders. Je trouve toujours bien fait, moi, les Trickbot, Bazar Loader, Qbot. C'est toujours très malin. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont développées là. Moi, ceux-là, je les aime bien, quoi. Je peux pas me demander pourquoi. Hein. C'est pas parce qu'ils sont plus durs ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, quand il y a un loader, j'avoue, j'ai toujours un petit faible. Il y a le, comment ça s'appelle, Bumblebee. Rien que le nom, je trouve sympa. Bumblebee, je trouve c'est marrant. Bon, après, ce qu'il fait n'est pas très sympathique, mais. Alors, je ne vais pas te demander pourquoi, mais est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un loader? Typiquement, quand on a une attaque, la première question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour attaquer un système, parce que voilà, par où le virus rentre. Donc autrefois, nous avions des disquettes. C'est pour les très plus anciens qui nous écoutent. Donc, je pense que les jeunes ne savent même pas ce que c'est. Puis après, nous avons eu les clés USB. Mais aujourd'hui, comment on fait? Donc la plupart du temps, il faut prendre pied dans l'ordinateur. Et donc on envoie souvent des spams, on clique, le lien est pourri, on déclenche une macro, et à ce moment-là, à un moment donné,
va se charger un exécutable qui est la première exécutable, on va dire malveillant, qui va infester le système attaqué. Et c'est lui ce qu'on appelle le loader. Et ce loader va s'installer. Alors, il est soit automatique, soit il est opéré par un humain derrière. Dans ce cas-là, il y a un PowerShell qui va être exécuté pour voir qu'est-ce qui se passe. Il va cartographier le système, il va désactiver l'EDR, l'XDR, l'antivirus et tout ce qui va bien pour être tranquille. Il va récupérer aussi quelques données qu'il trouve intéressantes. Et puis, une fois qu'il aura fait son travail, il va probablement mettre quelques backdoors partout, ou plusieurs backdoors, et il va charger, par exemple, un rançongiciel, un ransomware, qui lui va finir son œuvre en exfiltrant les données et en chiffrant le pauvre système d'information de la victime. Les chiffres sont pas clairs de mémoire, mais il y a pas mal quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rançongiciels qui arrivent dans nos systèmes au travers un loader, parmi ceux que j'ai cités, Trickbot, il y avait Emotet, le fameux Emotet, mais aussi IceID, Bubblebee, Qbot, et ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison technique et il y a une raison organisationnelle. La raison technique, c'est que le loader, tu fais pas la différence avec le système de mise à jour automatique qu'il y a dans VLC ou quelque chose comme ça. C'est juste un programme qui va sur Internet et qui récupère un exécutable pour le lancer. Tu peux même le faire en ligne de commande avec RunDLL32 qui est un système intégré à Windows. Donc ça, c'est la raison technique, c'est d'avoir l'empreinte minimale et de simuler le comportement de n'importe quel logiciel de mise à jour automatique. Et la raison organisationnelle, c'est que en fait, la personne qui compromet ta machine n'est pas forcément celle qui va déployer le ransomware. Et donc, en fait, le groupe de personnes qui va déclencher l'exécution initiale peut derrière revendre cette exécution à d'autres groupes qui, eux, vont déployer des charges sur ta machine. Et donc, potentiellement, l'étape de primo-infection est décorrélée. Il y a une sorte de marketplace, qu'on appelle ça, de place de marché sur lequel tu peux voter aux enchères pour aller déployer quelque chose sur la machine d'un nouveau client, entre guillemets. Et on voit des associations entre différents types de loaders et différentes utilisations de rançongiciel. Une sorte d'organisation souterraine, un black market du rançongiciel et du loader. Et si on faisait un peu de prospective, comment est-ce que tu penses que les choses vont évoluer? Comment les attaquants vont s'y prendre à l'avenir? Je pense que là, on est entre, on va dire, techniciens dans le bon sens du terme, et je pense que nos analyses sont faussées. Prenez par exemple l'idée de la double extorsion, qui est quelque chose d'absolument, on va dire, j'avais l'impression quand j'ai lu les premiers articles sur la double extorsion, donc la double extorsion c'est quoi? C'est à la fois le rançongiciel extrait les données et il s'en sert pour faire pression pour avoir la rançon, et puis aussi le fait d'avoir extrait les données, il peut les utiliser et les vendre au par ailleurs ou les réutiliser s'il a réussi à récupérer des mots de passe ou des... Maintenant, c'est la triple, parce qu'on fait aussi pression sur les gens dont les données ont été exfiltrées. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai dit double, mais en fait, je parlais directement de la triple. Mais d'un point de vue technique, bon, il y a une petite difficulté, c'est que si vous voulez exfiltrer beaucoup de données, il faut le faire discrètement, il faut avoir les outils, il faut avoir la bande passante. Mais ça, on l'a depuis un certain temps. Ce qui, moi, là, me paraît frappant dans ça, c'est simplement une maturité de ce milieu criminel. Il est évident que simplement chiffrer les données, c'est presque bébête. Il faut évidemment aussi les exfiltrer, puisque sinon, vous les avez. Donc, vous pouvez les utiliser à la fois pour les vendre, à la fois pour faire pression et faire du chantage sur la victime, et à la fois, vous chiffrez. Si on pense à l'évolution, moi je pense qu'il faut plutôt penser à l'évolution d'un point de vue criminel plus que technique, parce que finalement la technique, elle est là que pour supporter cette activité criminelle. Et dans cela, la double extorsion, la triple extorsion, c'est qu'une extension naturelle de ce milieu que vous pouvez qualifier comme vous voulez. Donc vers où on va aller? Je sais pas trop. Je pense qu'une des grosses difficultés actuellement, c'est quand même le paiement de la rançon pour les criminels, et c'est peut-être là qu'ils vont peut-être avoir des petites surprises. Je sais pas comment ils vont faire par rapport aux monnaies virtuelles, crypto-monnaies, pardon. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a plus aucune élégance technique dans le domaine de la virologie. Moi qui ai connu des moteurs polymorphiques entièrement écrits en assembleur qui étaient capables de se réécrire eux-mêmes et de fonctionner encore après, aujourd'hui, il y a
quasiment plus de technicité dans les malwares. Je veux dire, c'est un script PowerShell, un run DLL32. Enfin, avec le living of the land, en fait, plus personne n'écrit soi-même ses programmes. Tout le monde réutilise des programmes existants signés par Microsoft ou par des éditeurs connus pour lancer des scripts. Et voilà, il y a vraiment plus aucun challenge technique. Par contre, effectivement, sur la partie industrialisation, le support aux utilisateurs dans le domaine du ransomware, si tu téléphones, il y a un humain qui répond, tu peux négocier avec lui, etc. Enfin, voilà, sur la partie non technique, les attaquants se sont vraiment bien améliorés. Par contre, sur la partie technique, ça fait longtemps qu'on voit plus de choses vraiment impressionnantes comme on pouvait en voir dans les années 90 où des gens tout seuls écrivaient des moteurs assembleurs de 100 000 lignes en utilisant MASM 6.11, quoi, et un éditeur de texte. Je pense que ce qui est impressionnant, c'est plus du tout du côté des cybercriminels, c'est du côté des équipes étatiques et de l'espionnage. Moi, je suis d'accord avec Nicolas, même du côté étatique, parfois il y a des belles choses, mais pareil, parfois je me suis un petit peu... Ah, mais on peut pas le savoir, hein, du côté étatique. Ouais, on a quand même regardé toutes les attaques autour de la PT28, on les a quand même pas mal étudiées. Je veux dire, elles sont pas toujours formidables, hein. Je veux pas trop critiquer mais enfin, j'étais pas sur le cul, hein. Et ce qu'il faut voir en informatique, c'est que si tu utilises une technique, tu la révèles aussi en même temps au monde. Donc, tu as plutôt intérêt à utiliser des techniques assez banales et assez classiques pour te fondre dans la masse, plutôt que de sortir une technique incroyablement puissante qui, derrière, va être rapidement réutilisée par plein d'autres et qui va te faire perdre... qui va avoir plus d'effets secondaires finalement que la valeur de la cible que tu visais initialement peut-être. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez regardé les papiers qui ont fuité de Conti, je crois, c'est exactement ce qui est dit. C'est-à-dire il faut pas tout protéger parce qu'on devient rapidement visible, parce qu'on se rend compte que c'est un attaquant. Il faut justement utiliser des outils qui sont sur l'étagère dans le système, ce que tu as dit, hein, de vivre avec les outils d'administration que l'on va trouver, lancer un simple PowerShell, la DLL qui se trouve, pour passer en dessous du radar en permanence. Ok, Jean-Yves, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Alors, le mot de la fin, c'est la recherche dans ce domaine des programmes malveillants. On va plus utiliser le mot virus, là, ça fait un petit peu vieillot, mais plutôt dans le domaine du malware, rançongiciel, etc. est une recherche absolument passionnante. Et on manque de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, hein. On recrute à tour de bras sur le sujet. Oui, mais est-ce que les salaires sont à la hauteur ? Alors, les salaires de la fonction publique sont toujours les mêmes, donc ils sont toujours très très bien, voilà. Et puis on travaille pour le bien de l'humanité, et donc c'est pas un souci ça. Oui, et puis on est dans des petites villes agréables. Et en plus, on est dans des petites villes agréables, les loyers sont pas chers, on se déplace facilement, etc. Et puis une fois qu'on a fini son doctorat, de toute façon, on est employé par Apple, Facebook ou Google, donc il n'y a pas de souci d'argent par la suite. Plus sérieusement, c'est vrai, il y a vraiment des très très beaux sujets. Je dirais, on est très loin d'avoir des systèmes de défense, antivirus, EDR qui sont optimales, et il faut continuer à avancer sur la recherche, à la fois fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. Et c'est un domaine où on passe du fondamental à l'appliqué extrêmement rapide. La fois, on avait discuté par exemple de méthodes formelles. Certains peuvent dire méthode formelle, oh là là, c'est très théorique. En fait, aujourd'hui, on passe d'utilisation de méthodes formelles, d'analyse symbolique, de SMT solver à un développement de prototypes extrêmement rapidement, quoi. Donc, c'est vraiment un moment béni pour faire de la recherche théorique et pratique actuellement. Bon, bien, je suis persuadé que tu vas convaincre un maximum d'auditeurs de se tourner vers ce secteur, s'ils n'y sont pas déjà, parce que bien souvent, les gens qui nous écoutent sont déjà dans le domaine de la cybersécurité. Bon, en tout cas, Jean-Yves, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.